Regardez ces beaux glaciers suspendus face à nous. Et on est à côté du sommet du Mont Blanc. Au cœur de l'été, Ludovic Ravanel s'apprête à faire le tour du massif du Mont Blanc par les sommets. Originaire de Chamonix, il étudie l'impact des changements climatiques sur la physionomie du massif. On a face à nous les deux refuges du Goûter. Et on voit très bien la trace ensuite qui monte jusqu'au dôme du Goûter, l'arête des Bosses, puis le sommet du Mont Blanc là-haut. On a 3 personnes sur l'arête juste au-dessus du refuge. C'est la voie la plus empruntée, avec peut-être 10 à 20 000 passages. Et voilà, donc une trace qui est très bien marquée. Donc nous, on continue à prendre de l'altitude. On voit bien l'épaisseur de glace sur la roche. Cette tranche ici qui est découpée presque à l'emporte-pièce. Et on voit donc la roche juste en dessous. Et donc, qu'est-ce qu'on découvre? Eh bien, le sommet du Mont Blanc, 4808 mètres et 73 cm. C'est la dernière mesure, une mesure qui a été effectuée il y a 1 an. Il est mesuré par un cabinet de géomètres d'Annecy à peu près tous les 2 ans. Ce sommet, il évolue en termes d'altitude, parce qu'il faut savoir que sous le sommet, on a une épaisseur de neige et de glace d'une 30aine de mètres. Donc en fonction du vent, en fonction de la neige, ça évolue toujours. Et le sommet rocheux, il pointe une 40aine de mètres plus à l'ouest. On a un décalage entre le sommet du Mont Blanc et le sommet rocheux. Essentiellement accessible au cours de l'été, ce sommet fait rayonner le massif du Mont Blanc dans le monde entier. À cheval entre la France, la Suisse et l'Italie, c'est un massif parfaitement délimité par de profondes vallées. Il ne mesure que 40 km de long pour 14 de large, ce qui en fait un véritable îlot montagneux au cœur des Alpes. C'est ici que se sont écrites les grandes pages de l'alpinisme. L'hélicoptère s'approche de la voie historique qui mène au sommet du Mont Blanc. Voilà les séracs du glacier des Bossons. Cet itinéraire a été emprunté pour la première fois en 1786 par 2 habitants de Chamonix, le médecin Michel Paccard et son guide Jacques Balmat. Ici, au niveau de ce qu'on appelle la jonction entre le glacier des Bossons et le glacier de Tacona, on a un promontoire rocheux qui remonte. C'est la montagne de la côte et c'est là qu'ils ont bivouaqué. D'ailleurs, on a encore l'abri Balmat. C'est simplement une pierre, mais ça leur a permis de s'abriter pour la nuit, de manière ensuite à lancer l'assaut en direction du sommet. Le lendemain, les 2 hommes mettront la journée entière pour atteindre le sommet. En fin d'après-midi, le Mont Blanc était vaincu. Ludovic plonge à présent vers les aiguilles de Chamonix. Sur notre droite, l'aiguille du Midi, avec un sommet nord, ce qu'on appelle le piton nord, c'est là où arrive le téléphérique. Un piton central, c'est le point culminant, d'ailleurs, qui a été beaucoup plus difficile à gravir. Et un piton sud, avec un versant sud très raide. Donc c'est 250 mètres de verticalité
juste en dessous de nous. Les aiguilles de Chamonix, c'est un chaînon dans la chaîne du Mont Blanc. C'est un chaînon qui fait à peu près 5 km et on a une quinzaine d'aiguilles, de pointes, depuis l'aiguille du Midi jusqu'au Grand Charmoz que l'on a sur notre droite. L'une de ces aiguilles, l'aiguille du Grépon, a été le théâtre d'une ascension mémorable. L'aiguille du Grépon, elle a été gravie pour la première fois en 1881. Et puis au début du XXe siècle, les guides de Chamonix, 8 guides, ont tenté de faire monter une vierge d'1,20 m, 44 kg, jusqu'au sommet. Il y avait encore une grande piété chez les guides, chez les habitants de la vallée de Chamonix. Ils ont réussi. Et aujourd'hui, cette vierge, elle est utilisée par les alpinistes comme relais. On fait relais sur la vierge, c'est dire si elle a été bien implantée. La cordée de 8 guides a été dirigée par mon arrière-grand-oncle, par le célèbre Ravanel le Rouge. Ravanel, c'est comme les Charlais, c'est peut-être la plus grande famille de la vallée de Chamonix. Donc il y a un héritage alpin qui est fort. Beaucoup de Ravanel sont guides. Et moi, j'essaie de prendre le flambeau aussi du point de vue scientifique, donc en essayant de comprendre le milieu dans lequel on évolue. Passé les aiguilles, l'hélicoptère arrive face aux Drues. C'est l'un des sommets emblématiques auxquels Ludovic s'intéresse particulièrement. En 2005, une partie de la face ouest, appelée le pilier Bonatti, s'est effondrée, laissant une profonde cicatrice gris clair dans la paroi. La face ouest des Drues, elle est tombée en 2005 en raison du réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique, il altère les conditions thermiques de la paroi. Normalement, c'est des parois qui sont gelées en permanence, moins 5, moins 10 degrés. Et ce gel permanent permet la présence de glace dans les fissures. Et cette glace a un rôle de ciment. Et donc, tout simplement, si on fait fondre le ciment des montagnes, les montagnes s'écroulent. Voilà pourquoi le pilier Bonatti est tombé en juin 2005. L'hélicoptère s'engage au-dessus de la mer de glace. Elle conduit Ludovic au cœur du massif, là où naissent les glaciers. Dans le massif du Mont Blanc, les glaciers ont perdu 10% de leur surface depuis les années 70. Ludovic étudie les conséquences de ce retrait glaciaire. Ici, le glacier de Talefre, c'est un glacier qui alimentait encore la mer de glace dans les années 40. Et ce glacier, comme il s'est déconnecté, ça participe ensuite au retrait de la mer de glace puisqu'elle est de moins en moins alimentée, non seulement par son bassin propre, mais ensuite par ces glaciers qui se déconnectent au fur et à mesure. Le vol se poursuit en direction du nord du massif. On va quitter le bassin de Talefre pour passer au-dessus du bassin d'Argentière. Voilà, ça c'est un autre des grands glaciers du massif du Mont Blanc. Et là, qu'est-ce que l'on a? On a le sommet du Dolan. Le mont Dolan, c'est le seul sommet que se partagent la France, la Suisse et l'Italie. On considère souvent que c'est le point triple, c'est là où se fait la frontière. En réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Le sommet, il est entre l'Italie et la Suisse. Il faut descendre sur le promontoire 150 mètres plus bas pour avoir effectivement ce secteur, ou ce point où si on fait un pas, on est en Italie, un autre pas, on est en France, et un autre pas, on est en Suisse. Voilà, là, on est au-dessus du territoire suisse et on va passer très rapidement au-dessus de l'Italie. L'hélicoptère survole brièvement le territoire italien, puis franchit cette arête qui lui permet de revenir côté français.
Voilà, on va bientôt survoler les petites Jorasses. Et face à nous, on a les grandes Jorasses. Les grandes Jorasses, c'est 6 sommets qui culminent entre 4000 et 4208 mètres d'altitude. Mais ce qui fait surtout la renommée des grandes Jorasses, c'est la présence d'une énorme face nord que l'on a juste devant nous. Face nord qui ne fait pas 1000 mètres de haut, mais 1200 mètres, ce qui lui permet d'appartenir à ce que l'on appelle la trilogie alpine, c'est-à-dire les 3 plus grandes faces nord des Alpes. Face nord de l'Eiger, face nord du Cervin et ici face nord des grandes Jorasses. Juste devant nous, c'est un itinéraire qui s'appelle le linceul. Le linceul, c'est cette couverture de glace et de neige qui a été gravie une multitude de fois, mais qui surtout a été descendue en ski et en surf. La descente en ski et en snowboard, c'est quelque chose de vraiment très impressionnant. C'est le linceul par rapport au fait que c'est une grande plaque de glace et de neige. C'est pas par rapport au fait que beaucoup de monde ait perdu la vie. Ce massif, à mon avis, c'est un joyau. C'est un joyau de par son englacement, c'est un joyau de par toutes ces pointes très acérées, ces aiguilles qui pointent vers le ciel. Ça, c'est permis grâce à ce granit qui est quand même relativement solide et qui permet à toutes ces aiguilles de s'élancer. C'est pas comme ça dans tous les massifs, donc ça participe à l'attrait général du secteur. Ludovic achève son survol du massif et redescend dans la vallée de Chamonix. La vallée de Chamonix, c'est une belle auge glaciaire, une belle vallée en U. Ce U, il correspond à l'héritage du passé glaciaire de la vallée, puisqu'il y a encore 25 000 ans, on avait entre 1500 et 1600 mètres de glace au-dessus de Chamonix. C'est ici, au cœur de la haute vallée de l'Arve, que Chamonix s'est développé. Chaque été, celle que l'on surnomme la capitale mondiale de l'alpinisme accueille des millions de visiteurs venus du monde entier. Originaire de Haute-Savoie, Christine Boismont-Lasserre vit à Chamonix depuis une quarantaine d'années. Elle connaît tout de l'histoire des bâtiments qui ont transformé la ville au lendemain de la première ascension du Mont Blanc. Nous sommes face à l'hôtel de ville. Mais en fait, c'est un ancien hôtel qui avait été construit en 1857. Et c'est intéressant parce qu'à cette époque-là, nous n'étions pas encore français. Nous faisions partie du royaume de Piémont-Sardaigne. Et tout bâtiment qui était un peu important se devait d'être construit selon le style que l'on trouvait à Turin, puisque Turin était la capitale. Donc là, nous sommes face à un bâtiment néo-classique sable. Un style architectural bientôt passé de mode. 3 ans après la construction de l'hôtel, la Savoie est officiellement rattachée à la France. 1860, des choses changent. Napoléon III est venu rendre visite dans ces nouveaux territoires. Nous devenons français. Il s'est fait peur quand il est venu à Chamonix parce qu'il faisait mauvais temps et la route était glissante. Donc il offre une somme d'argent pour construire une route pour accéder à cette vallée. Et cette route, le temps qu'on la construise, arrive en 1870. Et c'est très très net parce qu'à partir de 1870, les diligences peuvent accéder au centre de Chamonix. En 1899, les frères Lumière immortalisent cette effervescence. Pour accueillir les visiteurs, 2 communautés de chamoniards se développent. D'un côté, les guides, qui accompagnent les voyageurs au pied des glaciers. De l'autre, les hôteliers qui font construire des édifices de plus en plus imposants. Parmi eux, l'hôtel Mont Blanc, l'un des hôtels mythiques de Chamonix.
Il a conservé son atmosphère caractéristique de la Belle Époque. À commencer par cet escalier monumental de style Art Nouveau. Le rôle de l'escalier, c'est un rôle important parce qu'il ne sert pas uniquement à monter ou descendre les étages, il a un rôle social. Ça permet à cette clientèle qui vient de pouvoir se montrer avec ses belles tenues, ces femmes avec ses belles robes longues, etc. et ces messieurs avec leur smoking. Donc le décor de cet escalier va mettre en valeur ces gens qui vont monter et descendre. Depuis plus d'un siècle, l'hôtel Mont-Blanc offre à sa clientèle ce que Chamonix a de plus précieux. Je crois que tous les matins, chaque fois que l'on ouvre notre fenêtre, chaque fois on est sidéré. Et c'est peut-être ce qui fait que le Chamonixien aime cette vallée, parce que tous les matins, c'est un paysage différent, c'est une lumière différente, c'est un aspect différent. Mais jamais on ne se lasse, jamais. Donc on peut comprendre que les visiteurs qui venaient ici à cette époque-là, qui en avaient entendu parler, mais qui n'avaient pas vu de photos, ou si peu, que évidemment, quand ils découvraient ça devant eux, ils étaient un petit peu ébahis. C'était quelque chose de tout à fait impressionnant, bien sûr. En quelques années, une véritable fièvre s'empare de la ville. De nouvelles constructions fleurissent un peu partout. Ici, au centre de Chamonix, nous avons un bâtiment construit en 1930 par les frères Payot. Un bâtiment caractéristique de l'art déco parce que ce qui compte, c'est la décoration que l'on retrouve ici sur la façade avec les diverses mosaïques. Et ce qui fait la richesse aussi de Chamonix, c'est pas uniquement ce bâtiment dans le centre, c'est que nous avons aussi, par exemple, des toits haussmanniens. Pas très chamonniard, un toit haussmannien, c'est parisien, mais ça se révèle efficace, surtout l'hiver, car ça évite l'accumulation de neige qui peut être dangereux parfois quand la neige tombe sur les passants. Je pense que c'est ce qui fait la richesse d'une station comme Chamonix, parce que je pense qu'elle est la seule station dans les Alpes qui présente une telle variété architecturale. À l'intérieur, la plupart de ces bâtiments ont perdu leur décor d'origine. Mais au cours de ses recherches, Christine a fait une découverte étonnante. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes là dans un salon de coiffure, ça se voit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans un ancien salon d'un hôtel de la Belle Époque. Ce qui est très très beau dans ce salon, regardez, c'est le décor du plafond. Vous voyez, vous avez des personnages à chaque coin. Vous avez des représentations de montagnes. Vous avez surtout cet art très débridé de l'art nouveau, où on se libère un petit peu du carcan de l'art classique. Et c'est vraiment représentatif de cette période-là. Et ce salon, pour moi, il est vraiment magnifique. À Chamonix, il est tout à fait exceptionnel. Et j'espère que peut-être on en trouvera d'autres dans nos anciens hôtels de Chamonix. C'est un petit trésor. C'est évident que c'est un trésor qu'il faut à tout prix qu'on préserve. Les résidences de villégiature expriment elles aussi le foisonnement architectural de Chamonix. La villa de style anglo-normand, la villa néoclassique, ou encore cette résidence unique en son genre. Là, nous rentrons dans un domaine tout à fait original. Ici, cette maison a été construite en 1912-1913 par un Lyonnais qui était amoureux de cette vallée et qui était amoureux fou d'un opéra qui venait de sortir. C'était la Butterfly de Puccini. Et il veut une maison qui ressemble au décor de l'époque de cet opéra. Donc vous allez retrouver ici du granit parce que c'est l'élément essentiel de Chamonix. Mais vous voyez, vous avez des formes tout à fait curieuses qui rappellent les pagodes. Vous avez ici de la céramique. À Chamonix, on n'a jamais eu de céramique, ça n'existe absolument pas. Et surtout, ce qui est très amusant, c'est que quand vous regardez bien la façade, vous voyez bien qu'il y a des éléments, on a le sentiment que la céramique a été enlevée. Non, c'est voulu ainsi. C'est typique de cette période architecturale que l'on appelle la période éclectique ou Art Nouveau en France.
La façade de la maison présente une autre particularité étonnante. Ici, le mur est dessiné comme une étrave. Il y a une raison particulière, car nous sommes au pied d'un couloir d'avalanche. Et l'avalanche pouvait effectivement menacer cette maison. Donc, l'architecte a imaginé cette étrave, comme pour une étrave de bateau, de telle manière que si l'avalanche devait descendre, à ce moment-là, elle partait de part et d'autre de la maison, et la maison était protégée. Cette maison, elle a vraiment un décor aussi tout à fait original puisqu'elle est dans son jus. Vous avez encore le mobilier d'époque avec ses tables, avec le lustre en verre de Murano, avec surtout ce qui est très très original ici, c'est ce décor ici. Ces tapisseries qui sont des tapisseries qui représentent en fait le décor qui était utilisé pour ce fameux opéra Butterfly. Et depuis cette période-là, donc 1912-1913, les divers propriétaires ont gardé ce décor. Donc tout est dans le détail dans cette maison et chaque chose est vraiment raffinée. À Chamonix, tous les regards sont tournés vers l'Aiguille du Midi. On y accède par ce téléphérique, dont la construction a été une véritable épopée, couvrant un demi-siècle d'histoire. Sur les hauteurs de Chamonix, un bâtiment imposant raconte les origines de cette aventure. Derrière cette façade néo-gothique se cache la gare intermédiaire du premier téléphérique de France. Cette façade, elle nous apprend toute l'intention des ingénieurs à faire un projet grandiose, à donner confiance dans les touristes qui, pour la première fois, prenaient un téléphérique suspendu à un câble. À l'époque, les gens avaient peu confiance. Et donc, il y a un mélange d'ambition. On voit un vrai geste architectural. On n'est pas dans le fonctionnel comme aujourd'hui. On tente de faire beau, même si c'est technique. On le voit aux arches, on le voit aux clés de voûte. Et on le voit à toutes ces pierres taillées de main d'homme, sur place, à partir des rochers qu'ils trouvaient juste à côté. Pierre-Louis Roy s'intéresse à cette construction depuis l'enfance. Quand j'avais 10 ans, j'ai dû venir ici pour la première fois, même un peu avant. C'était partir à la découverte de quelque chose de fascinant, que d'essayer de comprendre ce que ces ruines à la fois magnifiques et abandonnées pouvaient receler comme secret. Ça, c'est une cabine d'époque qui date des années 30. Une cabine faite pour les skieurs et non pas pour le tourisme estival. Là, vous voyez un bac à ski. Ici, il y a une rambarde où vous pouvez se tenir le contrôleur ou les gens. Il y a plein de graffitis sur cette cabine, y compris moi d'ailleurs, qui, il y a 40 ans maintenant, et fait un petit dessin avec mon prénom. C'est émouvant. Enfin, pour moi, c'est un peu un retour aux sources que de revisiter cette gare et de voir que j'y ai laissé ma toute petite trace. Par fascination d'ailleurs, non pas pour laisser une trace, mais pour dire j'y suis passé, ça me fascine et j'y reviendrai. Ben, c'est le cas aujourd'hui. Ce téléphérique conduisait les voyageurs au pied de l'Aiguille du Midi. Le tracé aurait dû se poursuivre jusqu'au sommet. Mais le projet, jugé non sécuritaire, est abandonné en 1947 au profit d'une autre ligne. Bienvenue à bord de l'actuel téléphérique de l'Aiguille du Midi. Ce premier tronçon conduit les voyageurs à la station intermédiaire du plan de l'Aiguille. Le second tronçon, qui rejoint le sommet de l'Aiguille, a été l'objet d'une incroyable prouesse technique. Il n'y a aucun pylône, c'est un câble de 3 km de long,
C'était un record aussi à l'époque, hein, quand il a été inauguré en 1955. Ça reste presque un record encore aujourd'hui. Donc il faut imaginer qu'il y a ce câble qui a 100 tonnes de tension au sommet, suspendu là-haut, à 3 km de nous, et auquel sont accrochées 70 personnes et une cabine. Pour réaliser cet exploit, une cordée de guides entreprend en 1949 l'ascension de l'aiguille du Midi. Chacun d'entre eux porte une charge de 30 kg. Un tronçon de câble qu'ils doivent fixer au sommet. Et puis ensuite, les guides ont déroulé le câble en descendant du sommet, en rappel, en fait, accroché au câble pour le faire passer au-dessus des rochers sans qu'il se coince. Et dans la journée, pendant l'été 1949, ils ont descendu ces 1500 mètres de face nord, en évitant les chutes de pierre et les avalanches, pour arriver en bas du glacier, qu'on voit ici sous la cabine qui arrive. Et pour le raccrocher à un câble tendu depuis le plan de l'aiguille où on est, faire un nœud, tendre le câble et prouver qu'il était possible de construire un téléphérique et de tendre un câble sans pylône entre ici, le plan de l'aiguille 2310 mètres et le sommet de l'aiguille du Midi à 3842. C'est à l'époque un record mondial en longueur, en vitesse et en altitude. C'est un voyage extraordinaire, c'est un survol au-dessus du glacier d'abord, on passe 400 mètres au-dessus et on monte 1500 mètres, donc ça fait 4 fois la Tour Eiffel en 5 minutes et même depuis Chamonix en 10 minutes pour monter de 1000 mètres à 3008. La première émotion, c'est le soleil au moment où on sort au-dessus de l'arête pour l'arrivée. Donc oui, il y a un peu d'ivresse à être là-haut, c'est génial. Pendant 4 ans, les ouvriers bâtissent au sommet de l'aiguille les installations nécessaires à l'accueil du public. Dans des conditions polaires, ils creusent de profondes galeries dans le granit. Un chantier titanesque auquel ont participé des ouvriers français et italiens. Au sommet de l'aiguille, la terrasse supérieure offre un panorama exceptionnel sur la vallée Blanche. Juste en face, que de la glace, qui reste quand même encore un peu malgré le réchauffement climatique. D'ici, on voit la Suisse avec le Cervin à 70 km, le Mont Rose. On voit les Grandes Jorasses devant nous, à plus de 4000 mètres d'altitude, la frontière avec l'Italie, au loin le Grand Paradis à 60 km. Et puis ici, le Mont Blanc du Tacul, le Mont Meudy et le Mont Blanc, qui sont tous au-dessus de 4000 mètres d'altitude, avec le sommet de l'Europe, le toit de l'Europe à 4810. C'est sûr que c'est pour moi une vraie émotion d'être en haut d'un sommet, parce qu'on comprend le monde quand on est en haut d'un sommet. On voit l'horizon. Donc ça, c'est une première passion. La deuxième, c'est de monter la montagne. Et la troisième, c'est de monter la montagne en téléphérique. Parce que l'histoire de ces remontées, je la trouve passionnante. C'est une histoire humaine, c'est une histoire technique. Et c'est une histoire qui a permis à la fois de domestiquer les Alpes, parfois de les abîmer un peu, mais le plus souvent de les rendre humaines et de permettre à tout le monde de profiter de cette même ivresse et de ces sites magnifiques. La terrasse supérieure accueille la Fusée, le plus haut centre d'émission hertzien de France. Des installations qu'il faut vérifier régulièrement. C'est le travail de Nicolas Vial. Chaque matin, il monte au sommet de ce pylône. Là, il y a une quarantaine de mètres, je pense. Voilà, donc il faut y aller tranquillement, parce que la 3008, pour respirer, c'est toujours un peu plus dur. Et puis bien de s'assurer pour pas chuter.
Nicolas doit s'assurer que le givre, qui s'accumule parfois au sommet de la fusée, ne risque pas de tomber sur les visiteurs plusieurs mètres en dessous. Il n'y a pas grand monde qui peut avoir cette vue ici. On est quelques-uns et on surplombe toute la vallée de Chamonix et toute la chaîne. C'est assez sympa et en plus on a une sensation de mouvement avec la fusée parce qu'elle est quand même souple. Donc dès qu'il y a un peu de vent, il y a toute la structure qui bouge, donc c'est assez impressionnant. La liberté, d'être tranquille au sommet, d'être le seul au monde. Notre tour du Mont Blanc se poursuit dans le canton suisse du Valais. Un territoire traversé par la vallée du Rhône qui s'étire jusqu'au lac Léman. Là, on a une vue plongeante absolument formidable sur cette vallée. Donc, le Valais, on arrive en Valais. José Vouillamo est spécialiste de la vigne et du vin. Il recense les différents vignobles de la région. Le Valais, c'est le plus grand canton viticole de Suisse, où sont cultivés plus de 60 cépages. 57 sont acceptés en appellation d'origine contrôlée. Donc on a une mosaïque de cépages, on a une mosaïque de terroirs, le tout avec un climat favorable à la vigne qui donne une très grande diversité. Depuis la ville de Martigny, la vallée forme un paysage presque rectiligne. Sur les coteaux, la vigne est cultivée jusqu'aux endroits les plus inaccessibles. Nous avons ici devant nous un vignoble exceptionnel, qu'on peut appeler les vignes dans le ciel, qui est accessible uniquement soit par chemin de mulet, soit par téléphérique. C'est un vignoble qui a été fondé par un pionnier de l'agriculture biologique et biodynamique en Suisse, et c'est l'œuvre d'un passionné, d'un idéaliste. Ce vignoble, installé jusqu'à 890 mètres d'altitude, domine une vaste plaine creusée par le Rhône. Le fleuve est endigué sur la quasi-totalité de son cours. Ces crues dévastatrices sont gravées dans la mémoire de tous les Valaisans. Déjà, à l'époque romaine, on parle de petits barrages pour endiguer la fougue de ce fleuve. Au Moyen-Âge, on a commencé à construire des barrières. Et puis, vers la fin du 19e siècle, on l'a vraiment endigué. On est obligé de tempérer la fougue de ce fleuve. Au milieu de la vallée se trouve la ville de Sion. Elle se distingue par ses deux collines que l'on appelle des verrous glaciaires. Le glacier a raboté tout le fond de la vallée, mais dans certains endroits, la roche est plus dure, le rabot ne s'est pas fait. On voit ici très bien les deux collines, donc la colline de Valère avec la basilique, la colline de Tourbillon avec les ruines du château qui a été brûlée en 1788. Et puis derrière, on a cette pente très abrupte avec des terrasses et des murs en pierre sèche parmi les plus hauts d'Europe. Le plus haut fait plus de 20 mètres. Et il faut imaginer le travail incroyable de la construction de ces murs sans ciment, sans mortier, qui sont vraiment des puzzles architecturaux. Tout ça pour avoir peut-être autant de surface cultivable que de surface verticale de murs. C'est un travail extraordinaire. De l'autre côté de la plaine, José se dirige vers un vignoble encore plus vertigineux. On voit ici le fameux vignoble de Visperterminen, qui est un des plus vieux vignobles d'Europe, qui commence à 650 mètres d'altitude et qui finit à 1090 mètres. Un total de 1326 parcelles, si je me souviens bien,
avec 400 propriétaires différents. C'est saisissant, c'est une vue plongeante sur ce vignoble majestueux. J'ai de l'admiration pour tous ces gens qui veulent maintenir le patrimoine local. Ce serait tellement plus simple d'abandonner et de faire autre chose. Il y a vraiment une identité à conserver et les gens sont fiers de leur patrimoine. Et je trouve formidable et ça vaut la peine de goûter leur vin parce que si on ne boit pas leur vin, le patrimoine va être perdu. Le travail de José doit se poursuivre dans la vallée. Cet après-midi, il est attendu chez l'une des viticultrices les plus célèbres de Suisse. On fera demain 2 caisses. Hein, demain matin, on fait 2 caisses. Marie-Thérèse Chapa produit quelques-uns des meilleurs vins du Valais. Tu manges quoi? La petite Arvine. Elle est déjà prête, déjà Oui, mûre. regarde. Regarde. Magnifique. Et moi, je veux pas qu'elle perde toute l'acidité, tu vois. C'est beau doré, c'est mûr, ça a bon goût. Ouais, je peux goûter? Oui. Magnifique. Ah ouais. Hein, c'est mûr, hein? Ouais, ouais. Bon, ici, tu comprends, on est c'est où c'est le plus précoce, hein? Oui, ça C'est s'appelle aussi la pour combe ça. d'enfer, c'est pas pour rien. Oui, la combe d'enfer, tu vois. C'est quoi la combe d'enfer? Alors, la combe d'enfer, c'est cette sorte de cirque. On l'appelle combe d'enfer parce que c'est très, très chaud. C'est pour ça que c'est la combe d'enfer. Moi, j'ai 5 hectares ici, sans route du tout, avec 150 mètres de dénivelé. Ouais. Mais le vin, il est bon. C'est ça qui compte. Marie-Thérèse, c'est vraiment la papesse, je dirais même pas seulement suisse, mais mondiale, des vins liquoreux à partir de la petite Arvine. Elle a été, elle le dira pas elle-même, elle a été nommée récemment icône des vins suisses parce que ces vins liquoreux à partir d'Arvine sont, on dirait, des petits châteaux Yquem valaisans. Je suis pas d'accord, c'est des grands châteaux d'Yquem valaisans. On est dans vraiment le meilleur de ce qui est dans les vins liquoreux. D'abord, je voulais faire sage-femme. Puis après, mon père m'a donné une petite vigne. Et puis, j'ai voulu la travailler moi-même. Je voulais pas être capitaliste comme lui, des loués en location. Et c'est là que j'ai vraiment eu le coup de foudre pour la vigne. J'ai un lien très fort avec, ouais. Puis tous ces cèpes, toute cette ambiance, je ne saurais pas vraiment expliquer. Puis le paysage. Ce que je dis, c'est autant important la beauté que la rentabilité, même plus. Parce qu'on est heureux de travailler dans un décor comme ça. Marie-Thérèse travaille près de 25 cépages différents. Parmi eux, le cornalin, le plus célèbre des vins rouges valaisans. Alors, santé, Marie-Thérèse. Santé, hein, José. Merci. Merci à toi. Il y a un côté goulayant, tu as envie de le savourer comme ça. Les vins du Valais ont un caractère alpin, tout comme les habitants. C'est-à-dire qu'ils sont peut-être pas forcément faciles d'approche, mais d'une fois qu'on les connaît, on en tombe amoureux et on ne veut pas s'en séparer. José s'engage sur la route des vins qui traverse les coteaux du Valais. Quand on regarde autour de nous, ce que j'aime observer, c'est les différentes nuances de vert dans les vignobles. Et ces différentes nuances sont presque une mosaïque de couleurs qui sont dues aux différents cépages qui sont cultivés ici et au morcellement des parcelles qu'on observe. Parce qu'en Valais, pratiquement chaque famille possède un petit bout de vigne, un petit lopin de terre. Et pratiquement tout le monde cultive ou a cultivé la vigne. C'est ce qu'on appelle les vignerons du samedi, qui participent à la sauvegarde du patrimoine visuel, viticole de notre région. Mais de plus en plus, ces gens ont tendance à abandonner la dure tâche de travailler le samedi et laissent ça aux professionnels qui maintiennent ce paysage. José se dirige à présent vers l'un des plus anciens villages médiévaux de Suisse. Nous arrivons à Saillon, un des plus beaux villages de Suisse, moi je dirais même d'Europe ou du monde. Je ne suis pas très objectif parce que je suis né ici, il y a un peu de chauvinisme. Et c'est un bourg médiéval très réputé.
dans lequel on a des vignobles ancestraux. Les premiers documents qui parlent de vignobles ici datent de 1052. Donc on a à peu près un millénaire de viticulture au-dessus de nous. C'est plein d'anfractuosités dans le village, comme ici sur notre gauche. Et c'est un enchevêtrement de petites ruelles qui sont connectées et qui donnent tout le charme du village. Dans le vignoble au-dessus du village se trouve un site hors norme, surnommé la vigne à Farinet. On se trouve ici sur la colline ardente, qui est un lieu un petit peu ésotérique, qui a été dédié à Farinet, un faux monnayeur qui est décédé dans cet endroit en 1880. C'est un endroit où beaucoup de personnalités sont passées et ont laissé des petits messages, parfois humoristiques, parfois un peu philosophiques. Comme ici, on a l'abbé Pierre, qui est un des anciens propriétaires de la vigne que nous allons voir tout à l'heure, qui a laissé ce message en passant ici, en disant « La vie, c'est ce peu de temps donné à chacun pour essayer d'aimer ». Voici la vigne à Farinet. Nous y sommes. C'est la plus petite vigne cadastrée du monde. Elle fait 1,618 m au carré. C'est le nombre d'or dans la géométrie qui symbolise l'harmonie, la perfection. Elle a été installée par les Amis de Farinet, qui est une association créée autour de Jean-Louis Barrault, qui était le premier à avoir interprété le rôle de ce faux monnayeur en 1938. Il a interprété le rôle de Farinet au cinéma. Farinet, c'était effectivement un petit peu le Robin des Bois des Alpes. Il frappait des pièces de 20 centimes de 1850 qu'il utilisait pour ses besoins et aussi pour donner, soi-disant, aux pauvres. Donc il y a toute une mythologie qui est créée autour de ce personnage. Et en l'honneur de ce Robin des Bois des Alpes, on a créé cette vigne. Elle a appartenu en premier lieu à Jean-Louis Barrault, qui l'a ensuite cédé à l'abbé Pierre. Et l'abbé Pierre, au tournant du millénaire, en l'an 2000, l'a cédé au Dalai Lama. Et les deux personnages, l'abbé Pierre et le Dalai Lama, étaient sur cette vigne à l'année 2000 pour la passation de pouvoir. Et encore aujourd'hui, elle appartient au Dalai Lama, qui est l'heureux propriétaire de cette vigne. Nous quittons José et les vignes du Valais pour nous rendre à quelques kilomètres de là. Au pied de cette falaise se trouve la ville de Saint-Maurice, où on se prépare à fêter un événement très attendu. Aujourd'hui, 22 septembre, l'abbaye de Saint-Maurice rend hommage au martyr qui lui a donné son nom. Pour l'occasion, ces chasses, qui renferment les reliques du saint et de ses compagnons, sont portées en procession à travers la ville. L'abbaye dépend directement du pape. C'est ce qui explique la présence de ces gardes suisses. « 1500 ans d'histoire retracés par l'historien Christian Schulé. Nous traversons ici la Grande Rue qui reprend l'axe de l'ancienne voie romaine qui traversait Saint-Maurice entre le nord de l'Europe et la péninsule italienne. Ce parcours était parcouru par les pèlerins qui se rendaient depuis le nord de l'Europe à Rome, voire à Jérusalem. Le père José Mita est venu de l'hospice du Grand Saint-Bernard, à quelques kilomètres de là, pour participer à la procession. L'occasion unique d'admirer de plus près ces chefs-d'œuvre d'orfèvrerie. Là, on a un portrait de Saint-Maurice à cheval, en relief, où on peut lire le nom de Maurice inscrit ici. J'aime beaucoup son visage intériorisé. On sent que le moment, il est grave. C'est pour moi un privilège de pouvoir s'approcher de ces chasses qui sont normalement conservées dans le trésor, et là, qui, pour la fête de la Saint-Maurice, sortent. Et ce travail est absolument admirable avec ce métal ciselé. Elles font partie d'un trésor qui s'est constitué au fil des siècles, mais les pièces les plus anciennes datent déjà de la fondation du monastère en 515, donc elles datent du VIe siècle.
Napoléon aurait aimé s'emparer du trésor, mais à l'approche des troupes napoléoniennes, le trésor a été caché dans la région, notamment dans des fermes. Et il se dit que l'un des reliquaires, on l'a retrouvé avec des morceaux de paille qui étaient coincés entre le bois et le métal. Donc la population de la région a joué un rôle aussi pour protéger ce trésor. Pour moi, c'est très important d'être là aujourd'hui, parce que l'abbaye de Saint-Maurice, 1500 ans d'histoire et de foi, l'hospice du Grand Saint-Bernard, 1000 ans d'histoire et de foi également, on est sur le même chemin. Un chemin de pèlerinage, le chemin de la Via Francigena. Depuis plus d'un millénaire, l'abbaye de Saint-Maurice est l'une des étapes de la Via Francigena. Au cœur de la falaise qui surplombe l'abbaye, une petite chapelle offre un point de vue unique sur ce chemin de pèlerinage. C'est la chapelle Notre-Dame-du-Cé. Elle a été édifiée à l'emplacement d'un ancien ermitage. Nous découvrons la vallée du Rhône, du verrou de Saint-Maurice jusqu'au coude du Rhône Martigny, avec la montagne le Catogne qui a la forme d'un volcan, et le chemin qui monte après, direction Grand Saint-Bernard. C'est tout le tracé de l'itinéraire de la Via Francigena. Sigéric, qui était à Canterbury, a été nommé archevêque, et il a dû descendre jusqu'à Rome pour aller chercher cette nomination et les habits correspondants. Et sur le chemin du retour, il a pris soin de noter toutes les étapes par lesquelles il est passé, le Grand Saint-Bernard, Martigny, Saint-Maurice, pour remonter en direction de Canterbury. C'est un chemin qui est très emprunté. Beaucoup de gens viennent consacrer soit 2 semaines par année pour vivre une étape, soit carrément faire l'entier du pèlerinage. José Mita emprunte la Via Francigena pour rejoindre l'hospice du Grand Saint-Bernard. Il a été édifié sur le col du même nom pour servir de refuge aux voyageurs ainsi qu'aux pèlerins en route vers la ville d'Ost avant de gagner Rome. Nous retrouvons le Père Mita sur la route qui mène au col. La route au col a été vraiment reconstruite pour les voitures au tournant de 1900. Et dans les années 60, eh bien voilà, cette route est devenue un peu plus désuète avec la construction du tunnel du Grand Saint-Bernard, qui a d'ailleurs fait réfléchir notre communauté religieuse sur le sens de cet hospice, puisque nous n'étions plus là pour accompagner un passage, sécuriser un passage, puisqu'on peut passer sous nous. Plus besoin de nous. Le passage ici était un passage risqué, hein. La tempête, le brigandage et puis la fatigue, ce qui fait qu'il a fallu sécuriser ce passage. Et notre fondateur, quand il a écouté le récit des voyageurs qui avaient enduré ce passage, il s'est dit qu'il faut faire quelque chose. Et non seulement il l'a dit, mais il l'a fait. Installé à 2473 mètres d'altitude, l'hospice du Grand Saint-Bernard accueille les voyageurs depuis le XIe siècle. Il a été fondé par Bernard de Menton, l'archidiacre d'Ost. Le col du Grand Saint-Bernard, il est là. Les Romains avaient déjà construit, côté italien, là où il y a la statue de Saint-Bernard, un temple. C'est le passage le plus facile pour franchir la barrière des Alpes entre le nord et le sud. En cette saison, le col offre un panorama bucolique. Mais au cours de l'hiver, il peut se révéler extrêmement dangereux. Et nombreux sont les voyageurs à y avoir perdu la vie. C'est ce qui explique l'arrivée à l'hospice, au XVIIe siècle, d'une race de chiens devenue depuis mondialement célèbre. Ah, le chien Saint-Bernard, c'est tout un symbole. Parce que l'origine des chiens, quand on les a reçus vers 1650, c'était un cadeau. Ils ont été utilisés pour faire la trace, car les chanois d'un hiver n'avaient ni ski ni raquettes à neige.
Et donc les chiens ouvraient le chemin et avec leurs flair, sous la nouvelle couche de neige, retrouvaient les anciennes traces. Et ils ont aidé à un moment donné au sauvetage en montagne. Et puis en même temps, il y a de belles légendes autour d'eux, notamment avec le tonnelet qu'ils n'ont jamais eu autour du cou. Jamais? Jamais. Imaginez-vous, un chien avec un tonnelet rempli d'alcool. Vous voulez qu'il aille chercher comment des gens sous les avalanches? Parce qu'il va flairer plus l'alcool qu'autre chose. On ne donne jamais d'alcool à quelqu'un qui est sous une avalanche. Essayez de boire au tonnelet suspendu autour du cou d'un chien qui tourne autour de vous. Pas facile. Aujourd'hui, ces chiens ne sont plus utilisés pour le secours en montagne. Mais chaque été, leur présence au col rappelle la mission d'accueil et d'assistance des chanoines de l'hospice. Nous arrivons ici devant la porte de l'hospice. L'hospice qui est une porte ouverte à tous ceux qui passent. Depuis 1000 ans, cette porte est là, sans serrure pour accueillir chacun. Bonjour. Sono sacerdote inglesi. Sì. Sto facendo lì Francigena. Oh, la via Francigena. Sì, sì, sì. C'è una possibilità di una stanza, una camera? Ah sì, è possibile, è possibile. Sì. Va venite. L'hospice peut héberger jusqu'à 130 voyageurs. Mais chaque année, des dizaines de milliers de personnes s'y arrêtent pour découvrir les lieux. La première question qu'ils nous posent, ce n'est pas tellement où est l'église, où est la crypte, c'est plutôt où sont les toilettes. Autrement dit, ce lieu est d'abord là pour répondre aux besoins humains et ensuite, on peut s'élever un peu. Bonjour, bienvenue. L'église, c'est par là. Voilà. Bienvenue, bonne visite. Le cœur de l'hospice abrite un véritable joyau. Ici, nous entrons dans l'espace le plus grand de tout l'hospice, qui s'élève sur 3 étages, une église baroque à 2500 mètres, c'est pas rien, c'est un projet fou, audacieux, puis en même temps c'est un espace complètement inutile, on mange pas, on boit pas, on est à l'altitude des cabanes de montagne, où on cherche à rationaliser l'espace, ici on a un espace gratuit. C'est un décor baroque, de style très pur, un baroque piémontais, avec des belles stalles en noyer. Je trouve que c'est complètement fou parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres à 2500 mètres. Donc il y a vraiment une volonté de faire du beau. J'ai envie de dire que dans un lieu qui est rude, où on sent la mort très proche, eh bien, c'est vraiment une célébration de la vie. Quatre chanoines vivent à l'hospice en permanence. Bonjour. Une fois par semaine, ils organisent un grand buffet auquel les pèlerins sont conviés. Adieu, José. Comment vas-tu? Bien. Lors de sa campagne d'Italie, Napoléon lui-même a séjourné ici. Car depuis 1000 ans, les chanoines accueillent tous les voyageurs de passage, bon appétit, quelles que soient leurs origines et leurs croyances. Ici, de tout temps, l'hospice est une porte ouverte à tous ceux qui passent. Vous savez, quand il y a la tempête dehors, on ne parle à personne, c'est quoi ta foi, c'est quoi ta pratique. On dit entre, il fait froid, puis après on discute. La première question, c'est comment tu t'appelles. Le lendemain matin, un groupe de randonneurs quitte le col du Grand Saint-Bernard. Alors voilà, on va franchir la frontière et rentrer sur la Via Francigena en vallée d'Aoste. Là, nous voici directement sur la route romaine. Elle a été taillée dans la roche. C'était une route qui a été ensuite pavée. Il faut l'imaginer pavée à l'époque de l'empereur Claude. Donc ça veut dire le 1er siècle après Jésus-Christ. C'est pas tous les jours qu'on marche sur un chemin aussi vieux. Laurette Proman guide ce groupe sur le tracé italien de la Via Francigena.
Elle est membre d'une association qui participe à l'entretien et à la promotion de ce chemin millénaire. Il a été pendant de nombreuses années oublié, mais là maintenant, il y a de plus en plus de pèlerins qui l'empruntent, des gens qui viennent surtout du nord de l'Angleterre, même des Norvégiens, des Français, et bien évidemment aussi des Italiens, vu que le chemin mène à Rome. Et là, maintenant, on marche pour différentes raisons. Autrefois, c'était surtout un motif spirituel, dévotionnel, en pèlerinage à Rome. Là, maintenant, c'est un peu pour se retrouver soi-même. Originaire de la vallée d'Ost, la famille de Laurette emprunte ce chemin depuis plusieurs générations. Aline, sa fille, perpétue aujourd'hui cette tradition. Ça me rappelle des bons souvenirs de l'enfance. Ça me permet aussi de me détacher de la vie quotidienne. Je ne sais pas, par exemple, du bruit de la grande ville, de tous mes engagements. Et donc, c'est un moment de paix, de repos, de tranquillité. La première étape du tracé italien conduit les randonneurs jusqu'au village de Saint-Rémy-en-Bosse. C'est ici qu'habitaient les marronniers, c'est-à-dire les guides qui accompagnaient les pèlerins, les voyageurs jusqu'au col du Grand Saint-Bernard. C'était en fait un privilège parce que seuls les habitants de ce bourg pouvaient exercer cette fonction et ça leur avait été donné par le comte de Savoie au XIIIe siècle. Plus tard, cette fonction a été transformée et ils sont devenus les soldats de la neige, c'est-à-dire un corps de l'État. C'était leur service militaire. Et seuls les habitants de Saint-Rémy pouvaient exercer cette fonction. Laurette nous conduit dans un lieu incontournable de Saint-Rémy. Bonjour Bruno. Oh, ciao Laurette. Ciao. Tout à mode. Bruno Fegatelli est l'un des derniers producteurs de l'authentique jambon d'Ost, dont l'origine remonte au XIVe siècle. L'os, il doit sonner vide, comme un tambour. Parce que comme ça veut dire qu'il est bien séché. Parce que si ça ne sonne pas vide, ça veut dire que dedans, il y a de l'eau ou du mouillé. Alors, il peut être bon le jambon. Le secret de l'affinage, c'est ce tapis de foin. Alors, le foin, c'est une spécialité du jambon de Bosse. Son utilisation, c'est pour tenir toujours pareil l'humidité dans la chambre. Alors, quand il y a de la pluie, le foin, il tire l'humidité, il ne la laisse pas venir au jambon. Quand il y a du sec, il rend l'humidité. Alors, on a toujours la même quantité d'humidité dans la salle du jambon. Dans le temps, dans le Moyen-Âge, il les faisait sécher dans les palieurs, on dit en patois. Le palieur, c'est le lieu où on tenait la paille. Notre jambon, il est fait comme ça aujourd'hui, comme dans le XIVe siècle. De la même façon, un peu spécial. C'est l'unique jambon italien avec le nom français. Parce que la Vallée d'Ost, c'est un pays francophone où on parle ni un super bon français, ni un super bon italien, parce que non, présente juste au patois. C'est un peu comme la langue d'oc. C'est la langue ancienne, un ancien français du XIVe siècle. On y fait une petite piqûre, on rentre dans le jambon, on le tire, on le met sous le nez, et on entend au fond de la bouche le goût du jambon. Ça s'appelle la spilature en italien, ça veut dire la choix du jambon. Alors, on va choisir celui-là, parce qu'il est plus mûr, il est un peu plus maigre, il est déjà avec beaucoup de parfum, alors il est déjà prêt pour la découpe. Voilà. Ah donc, Pâtre, il faut qu'elle copie ça, c'est jambon seul. Hein? Ouais. Alors, maintenant, on fait la découpe du jambon de Bosse. Quand on découpe le jambon, on lui enlève la peau jusqu'au jarret à peu près et on laisse le label, parce que ça, c'est le label qui reconnaît le jambon de Bosse. C'est pas nous qu'on le met, c'est le ministère des Politiques agricoles européennes qui nous donne le label. Moi, je suis fier, parce que c'est une reconnaissance européenne.
C'est l'unique jambon d'Aoste, appellation d'origine contrôlée, le véritable jambon d'Aoste, qui n'est fait que dans le village de Saint-Romain-en-Beauce, un village à 1600 mètres au fond de la vallée du Grand Saint-Bernard. Voilà, Oh, bellissimo. C'è le zambon. Waouh, super. Voilà, le jambon de Nord. Alors, quand on déguste une tranche de jambon de Beauce, avant tout, on déguste 4 ans de travail de l'homme aujourd'hui. Mais on déguste à peu près 6-7 siècles d'histoire du Grand Saint-Bernard. C'est du 1397 qu'il a été fait le jambon de Beauce. Il a un goût particulier, c'est le goût du terroir, c'est le goût, on sent la vallée du Grand Saint-Bernard, on sent les courants qui descendent du col. Pour moi, c'est un jambon exceptionnel. Passé le village de Saint-Rémy-en-Beauce, le parcours de la Via Francigena se poursuit le long de la vallée du Grand Saint-Bernard. Une vingtaine de kilomètres avant de rejoindre la ville d'Ost et sa vallée au Sans-Château. La vallée d'Ost est la plus petite région d'Italie. Elle s'étire sur une centaine de kilomètres à l'est du massif du Mont-Blanc. L'entrée de la vallée est gardée par l'une des plus imposantes forteresses des Alpes, le fort de Bar. Dans cette région, on compte pratiquement autant de châteaux qu'il y a de villages. La quasi-totalité de ces châteaux est gérée par la région autonome Vallée d'Ost. Nathalie Dufour est architecte. Elle veille sur chacun d'entre eux. Le château de Gressoney-Saint-Jean, construit au début du XXe siècle, est l'un de ses préférés. Moi, j'aime beaucoup ce château. Il est très moderne, il est imposant, mais il est délicat. À l'extérieur, il est puissant, fait de pierre, de tours, tandis qu'à l'intérieur, on trouve un autre monde. Et nous voilà à l'intérieur du château. Là, c'est le salon le plus beau, le principal. Quand on entre, on voit déjà la majesté et la puissance de la famille de Savoie qui est représentée par la couronne et les éléments héraldiques. Ce château était la résidence d'été de la reine Marguerite de Savoie. Il doit sa renommée à un ouvrage de menuiserie spectaculaire. Et voilà, c'est l'escalier monumental qui caractérise le château, entièrement en bois de chêne. Le bois qui est un matériel noble et qui a la capacité de se démontrer dans sa puissance et noblesse. La particularité de cet escalier, c'est la forme. Et pour donner la courbe à la structure, on a réchauffé les éléments en bois à la vapeur. Donc là, pour moi, c'est magnifique. C'est un peu comme si sont mes châteaux. Donc, on met tout l'amour d'un propriétaire vers la maison. Et donc là, c'est un peu la passion qui nous guide à restaurer, à conserver, à croire dans les monuments pour les générations qui arriveront. À quelques kilomètres de là,
Nathalie a rendez-vous dans un autre château de la vallée d'Ost. Derrière sa façade austère, le château d'Issogne abrite un témoignage exceptionnel de la Renaissance. Nathalie y retrouve un collègue avec qui elle doit inspecter une série de fresques sur lesquelles d'importantes restaurations vont être engagées. Ces fresques, elles ont disparu parce qu'elles sont exposées au soleil, au vent, à la pluie. Et donc, tous ces éléments ont endommagé la surface des peintures. Donc, on doit intervenir pour sauvegarder ce qu'il y a encore. Pour se représenter le faste du château au temps de sa splendeur, il faut se rendre dans la galerie. Nous sommes dans la galerie couverte, l'endroit un des plus importants du château. En effet, les parois sont entièrement décorées avec des fresques. Il y a des voûtes, il y a des armoiries que nous rappellent le seigneur du château, la famille de Chalain. C'est important ce lieu parce que c'était l'entrée à la cour. L'entrée, c'était par là, c'était la porte principale. On entrait de la route du village. Donc, les visiteurs arrivaient ici et découvraient déjà la cour, le jardin, mais cet endroit, les lunettes, qui sont un peu un miroir sur la vie au-delà du château. Des fresques du XVe et du XVIe siècle, dans un état de conservation exceptionnel. Des images, par exemple, du marché, avec les couleurs, les fruits, les légumes. Là, il y a la boutique du tisseur, un tas de couleurs. On mesurait, on coupait. C'était en effet les activités traditionnelles qui nous donnent des idées, des informations de ce qui s'est passé à ce temps-là. Encore une chose très importante pour nous, c'est que sur les peintures, il y a des graffitis. Il y a des commentaires des visiteurs, des personnages qui ont séjourné ici et qui allaient partir et qui laissaient un petit peu un commentaire de ce que c'était leur sentiment. Donc, par exemple, ici, on voit 1707, mais les graffitis, on les a datés de 14e siècle jusqu'à 18e siècle. Quelquefois, ils sont gravés sur l'enduit. Dans d'autres cas, ils ont utilisé de l'encre rouge ou bien noire. Des inscriptions en latin ou en italien, mais également en espagnol et en français. C'est un journal qui nous raconte ce qui se passait ici, dans le château. Donc, ça fait partie du patrimoine, oui. À l'intérieur, le château a également conservé sa décoration fastueuse. Nous sommes dans la salle basse, même appelée salle de justice. C'est la salle la plus représentative du château, la plus importante, où le seigneur avait les visites des autres seigneurs, des amis. Et c'est extraordinaire parce qu'elle est la plus belle et la plus décorée. Là, on voit des scènes de vie comme si on est dans une galerie qui regarde à l'extérieur du château. C'est une technique à trompe-l'œil, donc comment grandir l'espace qu'on peut vivre. Là, on voit la puissance, la volonté du seigneur de Chalain de mettre de l'élégance à l'intérieur de son château. Nous remontons la vallée d'Ost pour rejoindre le versant italien du massif. C'est l'autre face du Mont Blanc, celle que les Français connaissent le moins. Pour en apprécier toute la dimension, il faut emprunter un itinéraire de randonnée devenu mythique. Le Tour du Mont Blanc, également appelé TMB, propose un parcours de 170 km autour du massif.
Dans le Val Ferret suisse, Sébastien Tournou et son groupe s'apprêtent à franchir le col qui marque la frontière avec l'Italie. Je vois la bande frontière, les amis, là. Allez, ça c'est bon signe. La voilà, on la voyait toute petite tout à l'heure, elle est juste là maintenant. La bande frontière, et regardez. Donc là, on change de pays, ouais. Regardez comme c'est beau. Ouais. Ça, c'est ce qui s'appelle du spectacle. La Suisse est derrière, et puis tout simplement là, devant maintenant, le Val Ferret italien. Et puis bien évidemment le massif du Mont-Blanc, là, son versant nord-nord-est. Et puis ce premier ressaut rocheux, cette énorme masse de cailloux, ce n'est ni plus ni moins que les Grandes Jorasses. Depuis l'Antiquité, c'est-à-dire 200 ans avant Jésus-Christ, le Grand Col Ferret a été emprunté par des commerçants, des voyageurs, des gens de passage, des contrebandiers, des chasseurs. Alors ensuite, bien évidemment, depuis maintenant une cinquantaine d'années, c'est devenu le passage un peu emblématique du Tour du Mont-Blanc. C'est également le plus haut col qu'on a sur l'ensemble du parcours. Donc voilà, c'est un passage incontournable et c'est certainement celui qui donne à regarder le plus loin et qui offre le spectacle le plus joli. En route vers l'Italie, absolument. Bon, on a une bonne descente là. Sébastien a plus d'une cinquantaine de tours du Mont-Blanc à son actif. Cela fait 15 ans qu'il est accompagnateur. Je suis chamoniard, je suis né à Chamonix, donc moi c'était tout simplement une logique, un peu une destinée qu'on poursuit, on continue à écrire les belles pages de l'alpinisme. Et puis, à titre personnel, ma fierté à moi d'abord, c'est de faire vivre et partager de bons moments à tous mes groupes. Et ben voilà, on est sur notre balcon. Spectacle encore complètement dingue sur toute la chaîne du Mont-Blanc. L'une des particularités en fait, du versant italien, c'est la verticalité et la proximité avec les montagnes. C'est très très raide, ça tombe à pic. Ça reste de grandes parois de granit et on a l'impression que tout est juste devant nous et qu'on est presque attiré ou enfin en tout cas que ça nous tombe un peu dessus. C'est très très spectaculaire. Le Tour du Mont-Blanc est l'un des tout premiers sentiers de grande randonnée créés en France. Il a été balisé en 1951 et c'est aujourd'hui le GR le plus emprunté en Europe. Il faut 11 jours pour en parcourir l'intégralité. Une expérience inédite pour les 3 randonneurs que Sébastien accompagne aujourd'hui. C'est exigeant parce que c'est des longues distances, c'est des vallées à parcourir, c'est des balcons à prendre, des descentes, des remontées, différents cols comme un col sur lequel on va arriver. Mais la beauté des paysages et puis les vallons qui sont très verdoyants avec des chemins, ça donne pas mal de baume au cœur et pas mal d'énergie pour la suite. Hop. Ah, la marmotte, c'est excellent. Regardez si elle est déjà un peu grassouillette, notre amie. Ouais. C'est-à-dire qu'il est temps maintenant de faire les réserves de nourriture. Alors, elles vont aller attraper les dernières petites fleurs, se nourrir de quelques baies qui restent pour se préparer tout simplement à passer ce long hiver dans leur trou. Cette partie du versant italien est dominée par 2 pointes en forme de pyramide. C'est le seul îlot calcaire au sein de ce massif granitique. Après plusieurs heures de marche, le groupe s'apprête à franchir un nouveau col frontière. On est bon. Ça y est. Nous y voilà. On le voit. Allez, notre col de la Seigne.
l'Italie pour la France. Extra. C'est ça. Ça y est, on va changer de pays. De retour Et au ouais, pays. On change de pays, ouais. Extra. Allez, à toi l'honneur. Passez la frontière, les amis. Nous voilà au pays. Et voilà. La Tarentaise qui ouvre ses portes. Voilà. Tous ces paysages magnifiques, tous ces sommets qui s'élèvent vraiment autour de nous, on se sent vraiment tout petit. Et c'est cette immensité, le fait de traverser ces 3 pays, on a l'impression qu'on voyage en fait. C'est vraiment ça. On voyage à travers la France, l'Italie et la Suisse. Juste, parce c'est la dernière fois qu'on sait observer le Mont Blanc, là. On est bien d'accord, le Mont Blanc, c'est cette belle bosse bien blanche, un tout petit peu à gauche, là. C'est le Mont Blanc. Celui qui est un peu en contrebas sur la droite, c'est le Mont Blanc de Courmayeur. Voilà. Donc désormais, le Mont Blanc disparaît. On ne saura plus le voir avant d'être à Chamonix, tout simplement. Allez, en avant. Passer le col de la Seigne, c'est un nouveau panorama qui s'offre aux randonneurs. Ici, le paysage est marqué par de vastes alpages. Oh, bah super. Celui de la Raja est l'un des plus singuliers. Cette nouvelle étape conduit les randonneurs sur le point le plus élevé du parcours, la tête nord des Fours. Ils ont rendez-vous avec Geoffrey Garcel, le garde technicien de la réserve naturelle nationale des Contamines-Montjoie. Bonjour, des courageux à la tête nord. Ça va passer? Oui, très bien. Nickel. Vous avez des bouquetins juste là, si vous voulez voir. Ah, super. Juste là-dessous, là. Oh, super. Ouais. On en fera un après. Il y a des femelles, il y avait quelques jeunes tout à l'heure. Là, ce matin, ils étaient là. Et comment tu arrives à reconnaître que c'est des femelles de là? Bah, en fait, on les reconnaît au gabarit déjà, à la taille. Des petites cornes. Les femelles font la moitié du poids du mâle à peu près. Un mâle, ça peut aller jusqu'à 100 kg. Une femelle, ça va faire 50, 60 kg. Elles sont un peu plus petites. Et puis surtout, les cornes sont beaucoup plus petites. Jusque dans les années 70, le bouquetin avait pratiquement disparu des Alpes. C'était une espèce qui était très chassée. C'était un gibier facile. Et puis en plus, il y avait une croyance autour de l'espèce. On dit qu'il a une croix de cartilage dans le cœur et que si on se procurait cette croix, enfin il y a différentes légendes, mais on pouvait accéder à la vie éternelle ou voilà, que ça nous aidait à avoir une vie un peu plus longue. Et puis dans les années 70, à force de réintroduction, les populations ont vraiment prospéré, augmenté, et puis surtout sont rentrées en connexion. Et les bouquetins qu'on voit ici peuvent être à la fois des bouquetins savoyards ou même italiens. Quelque part, les bouquetins aussi font un peu leur tour du Mont Blanc. C'est un carrefour pour le tour du Mont Blanc, mais c'est aussi un peu un carrefour pour la faune sauvage ici. Cela fait une quinzaine d'années que Geoffrey est le garde technicien de la réserve. C'est la plus haute réserve naturelle de France. C'est également un passage obligé pour les randonneurs du TMB. Bonjour. C'est un compteur. En fait, vous venez d'être enregistré. Votre passage vient d'être enregistré. Ce qui nous permet de connaître la fréquentation, vraiment, sur le site. Alors, si vous voulez savoir, vous êtes le 27 500e et 501e. Voilà. Depuis le 12 juillet. Voilà. Bonne fin de tour. Au revoir. Donc, on est sur une moyenne, à peu près une moyenne estivale, 500 passages jour, en moyenne. Donc, il y a des pics, il y a des jours à plus de 1000 personnes sur l'itinéraire. Mais il y a quand même une moyenne sur les 3 mois de 500 personnes jour. Donc c'est quand même un axe très fréquenté. Bonjour. Concilier cette fréquentation avec la préservation des milieux, c'est tout l'enjeu du travail de Geoffrey. Là, ce qu'il faut voir, c'est un sentier comme celui-là, à destination du col du Bonhomme. On le voit actuellement, il est relativement sec, relativement sain. Mais il faut l'imaginer avec beaucoup plus de neige, avec beaucoup d'orages comme on a ici. Et du coup, le sentier est souvent, il peut être rempli d'eau, rempli de boue. Et l'idée, c'était vraiment d'assainir le chemin. Par exemple, en empierrant certains endroits,
pour que les gens puissent passer à pied sec dans tous les cas. Ce qui évite que les gens, pour éviter la boue, sortent dans les milieux environnants. Parce que là, si les gens se mettent à sortir, c'est tout de suite plus délicat. On est vraiment sur des zones où il y a très peu de sol, où ça va marquer très vite. Et en plus, on a des espèces vraiment d'intérêt, on a une flore vraiment particulière. Il faut vraiment que le chemin soit le plus sain possible pour éviter qu'on ait une multiplication de pénétration dans le milieu. La réserve naturelle nationale des Contamines-Montjoie abrite une faune et une flore préservées à chacun de ses étages. Parmi les espèces les plus emblématiques, Geoffrey s'intéresse notamment au lagopède alpin. Un oiseau mythique que tous les randonneurs rêvent d'apercevoir, mais que très peu ont la chance d'observer. Le lagopède alpin, c'est ce qu'on appelle également la perdrix blanche de montagne. Donc c'est un oiseau qui change de plumage en fonction de l'année, qui est très mimétique. Donc c'est-à-dire qu'il y a un plumage qui se fond vraiment dans son milieu. Donc là, il est quasiment couleur pierre et caillou à cette période de l'année, donc il est très difficile à détecter. C'est un oiseau qui peut vraiment être au contact des gens, très proche du sentier, sans forcément qu'on le voit. On l'entend des fois parce qu'il a un cri très rauque, mais on ne le voit pas forcément. Grâce à la photographie, Geoffrey assure un suivi régulier des populations de lagopèdes alpins présentes sur le territoire de la réserve. Cette relique des dernières glaciations s'est installée en altitude pour fuir l'augmentation des températures. Dans un contexte de changement climatique, son avenir est particulièrement préoccupant. Du fait qu'on gère un espace protégé, on a vraiment une légitimité à être un peu sentinelle de ces oiseaux, être un peu dans une veille vraiment de comment ça se passe, parce que c'est un oiseau clé vraiment de ces milieux-là. Et de connaître l'évolution du nombre d'oiseaux dans ce groupe, pour nous, c'est important. Le lagopède alpin change 3 fois de plumage au cours de l'année pour se fondre dans son environnement. Ses pattes sont entièrement recouvertes de plumes pour le protéger du froid. Avec lui, une centaine d'espèces peuplent la réserve. À travers ces photos, Geoffrey capture des instants de vie saisissants. Je crois que les gens ils sont d'autant plus touchés et sensibilisés s'ils sont quelque part émerveillés par une belle image. Donc c'est un point d'entrée. Donc on essaye des fois d'allier les deux dans un cadre de sensibilisation ou dans un cadre scientifique. Au sud de la réserve s'ouvre le Beaufortain. Un territoire sculpté depuis des siècles par le travail des hommes. Et voilà parti, sortie du Mont Bizane. Donc là, je suis en train de voler direction du Mont Blanc. Donc en dessous de nous, on a les alpages qui correspondaient justement au pâturage pendant la belle saison, qui étaient des alpages de remue. C'est-à-dire que, effectivement, à chaque fois que la neige se retirait, on montait de plus en plus haut en alpage pour faire pâturer les troupeaux. Jean-Luc Rebord est moniteur de parapente. Cela fait plus de 30 ans qu'il survole le Beaufortain. Le Beaufortain aussi plus communément appelé le Petit Tyrol. Donc avec ces longues forêts, paysage très doux qui fait partie des massifs des Préalpes et qui sont juste avant les massifs très acérés du Mont Blanc. La première étape de son vol conduit Jean-Luc dans l'une des vallées emblématiques de la région.
Et donc ça y est, on va déboucher dans la vallée de la Haute-Lumière avec le village d'Autelus, avec sa célèbre église baroque donc de Saint-Jacques d'Assyrie. Jean-Luc s'attarde au-dessus de l'un des joyaux du Beaufortain. L'église de Autelus se distingue par ce clocher à bulbe majestueux, haut de 55 mètres. Le vol se poursuit en direction du village de Beaufort. Et on retrouve les faces ensoleillées. On est au cœur donc, de ces croisements de vallées. On aperçoit le village de Beaufort avec effectivement le très célèbre fromage du Beaufort. Et on se dirige en direction du très bien nommé défilé d'Entre-Roches qui fait dos au village de Beaufort, qui permet, avec cette vallée très étroite, d'accéder à la montée qui va amener sur le Cormet de Roseland et plus loin sur le col de la Seigne et donc l'Italie. Au bout de cette vallée, l'un des barrages les plus spectaculaires du massif alpin, le barrage de Roseland. Il a été édifié à la fin des années 50 sur le site d'un ancien village d'alpage. Ce barrage, il est surprenant dans ce paysage et en même temps, il s'accorde très bien avec les montagnes alentours. Et ma foi, regardez à cette heure-ci, cette géométrie-là, des coulées de béton, je trouve ça vraiment extraordinaire, de la qualité du travail des hommes aussi, du génie de l'humain. On ne peut pas le dire de tous les barrages, il est unique au monde. Celui-ci, c'est un cabinet d'études qui a décidé de faire des fausses montagnes avec ses contreforts et d'y appuyer une voûte lenticulaire qui est vraiment superbe. Vous voyez, elle est en avancée par rapport aux contreforts. Courbe, contre-courbe, baroque, là il y a un jeu d'ombre et de lumière, je le trouve artistique même, plus que beau. Martine Vialet-Détrat vit dans le Beaufortain depuis une quarantaine d'années. Elle sillonne régulièrement ces routes escarpées pour recenser le patrimoine caractéristique de la région. Nous nous dirigeons sur Boudin, où, comme vous pouvez le remarquer, la pente est assez vertigineuse, la route étroite. Il a été dit pendant longtemps que ici, on était obligé de ferrer les poules afin qu'elles se tiennent droites et qu'elles puissent avancer. Martine rejoint Jean-Michel Vialet, l'un des derniers agriculteurs de Boudin. En cette fin de mois d'août, il est occupé au regain des foins, la deuxième coupe de la saison. Sur ces pentes escarpées, le travail se révèle particulièrement impressionnant. Et c'est impressionnant. Au départ, oui, quand j'ai appris à conduire, il a fallu que je m'y fasse. Mais j'y suis allé tout doucement, et puis petit à petit, on prend de l'assurance, et tout doucement, les choses viennent d'elles-mêmes. Parfois, on se fait une petite frayeur, ça nous remet une piqûre de rappel, et puis après, c'est bon. Ça arrive, ça? Oui, mais en général, dans un terrain comme ça, on ne fait pas de bêtises. Parce qu'on sent quand même qu'il y a de la pente et que ça nous emmène. Là, vous voyez, on est quand même obligé un peu de se retenir sur les pieds. Donc, on prend le temps de faire les bonnes manœuvres. Après, moi, c'est mes parents qui m'ont appris à conduire. Donc forcément, ils m'ont donné toutes les indications nécessaires. J'ai commencé à conduire dans des pentes un peu moins fortes. Et puis après, quand ça a été, je suis venu là-dessus. Et puis voilà, tout simplement. Boudin est un endroit où la pente est reconnue et en même temps, les gens ont toujours dit que ceux de Boudin étaient des gens raffinés avec les prairies et qu'ils savaient récolter et du coup faire des paysages qui ont cette qualité que vous avez un peu partout sous les yeux. Aujourd'hui, c'est différent avec les mécanisations. Les puristes vont dire « c'était mieux avant, mais il faut faire ce travail ». Et moi, je leur laisse vraiment le faire et ils le font avec la meilleure qualité possible.
En 2015, Jean-Michel a repris l'exploitation de ses parents, moins par obligation familiale que par amour du patrimoine de sa région. Je considère une exploitation comme un tout, c'est un ensemble. Je n'aime pas me cantonner qu'à une activité. On part, vous voyez, du sol, on fait pousser de l'herbe, les vaches le mangent, on prend le lait, on en fait du fromage. C'est un produit qui est apprécié, vous voyez, il y a tout un cycle. Et ça se poursuit tout au long de l'année. Voilà, là, on est mois d'août, c'est la période des deuxièmes coupes, c'est un moment particulier de l'année. La qualité du Beaufort, elle part ici, là, ce que vous avez à côté de vous, là, ça, c'est de l'herbe. Meilleur elle est, meilleur sera le lait des vaches, meilleur sera le fromage. Et donc, techniquement, c'est là qu'on vendra le mieux, on va dire. Il faut faire un bon produit pour que ça se vende. Voilà, tout simplement. Ça, c'est de l'économie basique, mais c'est ça aussi. Jean-Michel vit au cœur du village de Boudin, l'un des villages les mieux préservés du Beaufortin. Une maison traditionnelle du Beaufortin, et à la fois dans un jus actuel, puisqu'elle est toujours exploitation agricole, et le rez-de-chaussée réservé aux animaux, l'étable qui est encore là, pas pour un énorme troupeau, un étage où l'homme ne cohabite jamais avec les animaux, donc dans le dur, et puis au-dessus, la partie en bois avec des madriers d'épicéa qui ici ont l'âge de cette maison, qui est au moins du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, vous voyez que la récolte a été bonne cette année, le foin déborde à travers les madriers d'épicéa. Moi, j'aime bien quand une maison a un vrai vécu, quand elle est là et que le temps passe, mais il y a toujours une activité humaine et avec des gens qui sont amoureux de l'agriculture. Alors ça, vraiment, je trouve qu'elle répond à ces critères de construction et c'est toujours vivant au XXIe siècle. Même si à certains, ça peut paraître désuet, mais non, c'est vivant. Les villages de la région se distinguent par leurs tas de bois, agencés comme de véritables œuvres d'art, et par de petites constructions situées à proximité des maisons. Ce sont les greniers du Beaufortin. Alors, le grenier a deux fonctions. Une fonction garde-manger pour la partie basse. Les choses de la terre vont être conservées en bas, alors pommes de terre, légumes, au frais, à l'humide. Donc c'est en dur, en maçonnerie. Et la partie haute, elle est réservée aux grains. Puis, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a la clé. Et en général, ces clés de grenier sont énormes, trésors. Il est à l'écart parce qu'en cas d'incendie, et ça, malheureusement, Boudin a été particulièrement touché, en cas d'incendie, on espère pouvoir au moins sauver les réserves alimentaires et toutes les choses précieuses auxquelles on tient. Martine reprend la route sur les chemins du baroque. Cet itinéraire qui traverse le pays du Mont-Blanc propose différentes étapes dans le Beaufortin. L'une des plus étonnantes se situe dans le village de Caige. Nous arrivons à l'église Sainte-Agathe de Caige, où on est surpris par ce donjon médiéval qui vraiment est austère, on sent sa force. Grand donjon de défense du XIe siècle, puisque les seigneurs de Caige étaient là. Et aujourd'hui, eh bien, c'est le clocher de l'église. Et après, nous allons entrer dans l'église où, stupeur des stupeurs, on va trouver un petit joyau, un petit bijou, avec surtout le cœur de cette église, qui est absolument magnifique. Chaque église du Beaufortin, 5, ont toutes des retables baroques. Mais celui-ci est de loin mon préféré, par son homogénéité, par sa qualité. Et moi, j'aime la façon dont le tabernacle entre dans le tableau sans le trahir et sans enlever les personnages. Alors, sur le tableau, vous avez notre Sainte Agathe portant ses seins sur un plateau et avec les tenailles de son martyr. Et Sainte Agathe, en tant que femme, on la célèbre encore aujourd'hui.
Alors, elle protège de certaines maladies. Par exemple, comme elle protège l'allaitement, on va lui donner comme protection protéger toutes les douleurs du sein et les cancers. Donc, vous voyez qu'on s'est modernisé. Elle va protéger, puisqu'elle est sicilienne, de tout ce qui touche le feu. Les éruptions volcaniques, ici, c'est plutôt rare, mais tout ce qui est foudre. Et c'est pour ça que quand il y a foudre, on prie Sainte Agathe. Alors, on ne peut pas éviter de parler des colonnes torses qui sont là avec un décor que moi je trouve unique, je ne les ai pas vus ailleurs. Des grappes de vigne complètement réalistes, on a envie de s'en saisir. Il y a des oiseaux figurés sur ces colonnes torses qui vont eux aussi s'en saisir et aller picorer les grains. J'aime cette vie qu'il y a dans ce tableau. Regardez Saint-Pierre, il tient sa croix un petit peu de travers là, et sa clé, qui est quand même un symbole important, passe devant la colonne torse. On dit c'est une erreur. Non, pas du tout. Ils sont vivants, ils sont là, ils sont présents. Et tout porte à monter la tête pour regarder le plus haut possible. Et quand votre regard monte, de la terre, il va vers le divin. Retour dans la vallée de Chamonix, point de départ de notre tour du Mont Blanc. Ce matin, une équipe de botanistes s'apprête à rejoindre un site emblématique du massif. Il y a beaucoup plus de familles que d'alpinistes. Ouais, je pense que Christophe Randin et Donovan Schusseil travaillent pour le centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude. Ils débutent une expédition qui doit les mener au cœur d'un site exceptionnel, un jardin isolé, cerné par les glaciers. Pour s'y rendre, ils empruntent l'un des plus célèbres trains des Alpes, le train du Montanvert. Le train du Montanvert, il est fréquenté toute la journée. Alors c'est d'abord les alpinistes qui partent vers les refuges ou vers les sommets, au premier train de 8 heures. Plus tard, c'est les familles qui montent pour observer la mer de glace. Et puis finalement, c'est de nouveau après les alpinistes qui courent pour attraper le dernier train à la descente. Là, on voit bien les mélèzes qui ont colonisé le bord, où le glacier en fait attaquait le Le train du Montanvert a été inauguré en 1909 pour permettre aux visiteurs d'accéder facilement à la mer de glace. « 20 minutes d'ascension qui conduisent Christophe et Donovan à 1913 mètres d'altitude. » Superbe. Les botanistes rejoignent Denis Poussin, le guide de haute montagne qui va les accompagner tout au long de leur expédition. Ces télécabines, elles ont été construites pour permettre aux visiteurs d'accéder directement sur le glacier. Mais hélas, depuis la construction, le glacier n'a cessé de reculer, de descendre, de perdre de l'épaisseur. Et aujourd'hui, on est obligé de construire des escaliers à nouveau pour descendre encore plus bas. Ce panneau nous montre la hauteur du glacier en 1990. Et donc, depuis, pour accéder au glacier, des marches ont été construites. En très peu d'années, le glacier a perdu quasiment 100-120 mètres par rapport à là où nous sommes. C'est bon pour vous, les gars? Ouais. Ben, nous voilà partis. Attention de ne pas rouler sur les cailloux. Hop. Accéder au jardin de Talefre exige une parfaite condition physique. 2 jours de randonnée glaciaire au cœur de paysages grandioses.
Quand on arrive à Chamonix, on a 3800 mètres de montagne au-dessus de la tête qu'on peut parcourir très rapidement. Et puis ce voyage à travers les montagnes, c'est un voyage à travers tous les écosystèmes de l'Europe condensés. Donc c'est comme si on partait du centre de l'Europe jusqu'au sud du Groenland. Pour cette première journée d'ascension, les botanistes vont marcher près de 4 heures avant de rejoindre le refuge du Couvercle. Ce refuge doit son nom à la pierre imposante, sous laquelle a été construite une première cabane au début du XXe siècle. Le groupe va passer la nuit à quelques mètres de là, dans le nouveau refuge du Couvercle. Le lendemain matin, il est à peine 7 heures quand les botanistes se mettent en route. C'est beau, hein? Ce qui est magnifique, c'est que là, on est juste entre deux sorties d'alpinistes. Donc, il y a les alpinistes qui partent très tôt pour les grandes courses. Il y a ceux qui partent grimper. Puis nous, les botanistes, on part entre deux. Alors là, on est tout seul avec justement ces changements de couleurs, rose, puis ensuite doré sur le Mont Blanc et les Jorasses. Donc effectivement, on a vraiment l'impression d'être des privilégiés. Dès les premières minutes de marche, le jardin apparaît. Donc depuis ici, on a une très belle vue sur le jardin de Thalèfre. C'est vraiment une île de végétation alpine au milieu des glaciers. On a ce glacier de Thalèfre qui descend de part et d'autre du jardin de Thalèfre et qui l'isole complètement de la végétation continue environnante. Donc il y a 1 kilomètre de glace autour de ce jardin. Et puis en plus de ça, il est ceinturé de moraines. Donc on a carrément une muraille de moraines autour du jardin, ce qui en fait un petit peu notre jardin privé. Voilà, bienvenue au jardin. Avec l'eau, là, c'est idyllique. Le jardin et sa pièce d'eau. C'est d'autant plus magique qu'on traverse cet environnement minéral, glaciaire, un petit peu austère, raide, avec des cailloux qui bougent. Et puis tout d'un coup, on arrive ici, on entend le ruissellement de l'eau, on a une végétation extrêmement exubérante. Donc ça contraste avec le monde minéral qui ceinture et qui isole ce jardin. Ces paysages de haute montagne, Christophe les a découverts pour la première fois à l'âge de 8 ans. Depuis, il se passionne pour les plantes de l'extrême, celles que l'on ne trouve que dans le haut du jardin. Sous la neige, ouais. On va chercher quelque chose par ici, peut-être. Quand même des endroits intéressants. Ouais. Moins de végétation qu'en bas. Il y a la Silena kaol en plus. On peut voir ici un magnifique coussinet de Silena kaol. Alors, c'est vraiment une espèce qui nous intéresse beaucoup au jardin de Thalèfre parce que c'est vraiment la Formule 1 des plantes alpines. Parce qu'elle a développé des adaptations qui lui permettent vraiment de s'exposer et de résister au climat extrême de l'environnement alpin. Alors, la première adaptation, c'est une forme en demi-sphère. Donc, ce n'est pas un individu ici, c'est un ensemble de plantes qui sont regroupées pour créer cette forme qui leur permet de générer un microclimat à l'intérieur du coussinet. Donovan, est-ce que tu peux nous prendre une température de référence là à l'ombre? Donc là, on a 7,5. Ah, carrément, ouais. Puis là, maintenant, tu peux prendre la température à l'intérieur du coussinet, 11 ou 12. 5 degrés de différence. Mais en plus de ça, quand il y a un peu de soleil, à l'intérieur même du coussinet, c'est la forêt tropicale. Donc, à l'étage alpin, à 3000 mètres d'altitude, on est capable d'avoir des conditions de forêt tropicale. Un peu plus loin, c'est une autre espèce qui attire l'attention de Christophe. Alors là, c'est quelque chose d'assez étonnant, hein. On est vraiment ici en présence d'une plante qui fait du bois. Donc c'est vraiment un bonsaï des Alpes. On est presque 1000 mètres au-dessus de la limite de la forêt, mais on est quand même en présence d'un arbre. C'est le saule herbacé, et c'est un arbre qui rampe pour échapper au climat alpin.
Alors ce qui est étonnant, c'est que lui, c'est exactement l'inverse de la Silena kaol. Lui, c'est un arbre tricheur qui a choisi en fait de se cacher sous la neige, donc sous le névé là ici qui vient de se retirer, pour échapper par exemple au gel tardif qu'on a au printemps. Le jardin de Thalèfre présente dans un espace réduit les écosystèmes que l'on rencontre dans l'ensemble des milieux alpins. Les études que Christophe va y mener dans les prochaines années doivent permettre de mieux appréhender les menaces qui pèsent sur les plantes alpines de manière générale. C'est un système qui est extrêmement sensible et les Alpes se réchauffent 2 fois plus vite que le reste de l'Europe. Donc à terme, ce qui pèse sur elles comme menace, c'est une disparition, une extinction totale pour certaines d'entre elles sur l'ensemble des Alpes. Donc ce serait une disparition qui est irréversible. Dernière étape de ce tour du Mont Blanc. La saison estivale est sur le point de s'achever, et avec elle, la période des grands travaux d'altitude. Dans quelques semaines, les conditions météo ne permettront plus de travailler sur les sommets. Donc on arrive à un peu plus de 3000 mètres d'altitude, la température extérieure est tout juste positive. Il a neigé il y a très peu de temps. Voilà la haute montagne. Depuis 30 ans, Pascal Brun participe aux grands travaux d'aménagement de la montagne. Aujourd'hui, c'est l'escalier des Grands Montées qui doit être changé. Après avoir été cloué au sol toute la matinée en raison de la météo, Pascal peut maintenant reprendre les opérations. Ah bah c'est complètement notre quotidien, hein. C'est le travail de tous les jours, tout au long de l'année, quoi. Avec la variation des saisons. Donc là, un terrain qui commence à être humide, à être un petit peu glissant, avec un tout petit peu de neige en altitude. Et puis dans quelques semaines, dans quelques mois, c'est tout blanc partout, avec le danger que ça représente. Retour à l'héliport pour récupérer une deuxième charge. Pascal, à la fin des GGM, tu montes Hubert aux améthystes. Ok, ça marche. Alors là, pour le coup, c'est le coup de feu. C'est parti. On n'a pas réussi à faire ce matin. On l'a reporté pour partie cet après-midi. Donc tout se condense, tout se charge. Et il faut qu'on arrive à faire rentrer tout ça dans, dans le laps de temps que la météo voudra bien nous céder. Les choses ne vont pas tout à fait se dérouler comme prévu. En milieu d'après-midi, le temps se gâte. Un épais nuage vient mettre le pilote en difficulté. Je ne suis pas déstabilisé pour autant parce que j'avais quand même la référence du sol. Le caillou était suffisamment proche pour que je vois exactement où je me trouve. Un petit coup d'œil sur la droite m'avait permis de visualiser le fait que je pouvais toujours m'échapper. Mais les ouvriers commençaient à prendre la charge, donc il n'était pas question de faire autre chose que de continuer. Alors c'est là un petit peu où est le danger du fait d'avoir de l'expérience. C'est parce qu'on pousse chaque fois un petit peu plus loin le challenge. On pousse chaque fois un petit peu plus loin ses limites. Et c'est un des dangers du métier. Il faut rester très 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 vigilant. Il faut rester très en retrait certaines fois. À peine le temps de poser la charge que Pascal doit se préparer pour une autre mission. Allez, c'est parti. Direction le refuge du goûter. On évolue dans un tableau, quoi. C'est un peu comme Mary Poppins, quand ils dessinaient à la craie sur le sol ce paysage extraordinaire dans lequel ils ont sauté quelques secondes après, et puis pouf, tout d'un coup, ils sont dans un autre univers, quoi. Voilà. On quitte
On quitte la réalité quotidienne de tout un chacun et quelques minutes après, on est dans l'émerveillement, quoi. Ça, c'est un privilège extraordinaire. Situé sur la commune de Saint-Gervais, le nouveau refuge du Goûter a ouvert ses portes en juin 2013. Pascal est l'un de ceux qui ont participé à sa construction. Comme tous les corps de métier qui ont travaillé là-dessus, on laisse notre empreinte. Donc on écrit une petite page de l'histoire de la montagne, et aussi bien le plombier que le menuisier, que le charpentier, que l'électricien, tout un chacun y a laissé un petit peu de lui, quoi. Donc c'est une belle histoire. Il est tout à fait étonnant. Il a une forme ovoïde extrêmement futuriste. Il est capable d'accueillir dans un confort extrême, plus encore à cette altitude, jusqu'à 120 alpinistes. Je vais ouvrir la porte. Voilà, il est fait en fait pour résister à des vents tempétueux, parce qu'à cette altitude, on a souvent des vents qui sont très violents. Et il est énergétiquement totalement autonome. Les panneaux solaires qui permettent de faire l'énergie électrique, le chauffage, la lumière. Voilà, c'est un véritable nid d'aigle au-dessus du vide. Dans 3 jours, le refuge fermera ses portes pour l'hiver. Pascal va effectuer plusieurs rotations pour descendre le linge et les déchets et apporter du fioul et du gaz pour la prochaine saison. On va essayer de poser les 3 cuves blanches au centre de la DZ. Romain les détache et après on va tirer la grosse caisse métallique plus proche du bâtiment. C'est bon. L'opération est supervisée par Antoine Ratin, le gardien. Antoine a créé sa société pour exploiter ce refuge, propriété de la Fédération française des clubs alpins et de montagne. Bon, écoute, ça s'est bien passé. On te rendra les élingues en même temps que les filets tout à l'heure. Oui, je vais faire un beau. Ok, bah écoute Pascal, merci et puis on se tient au jus pour mercredi. On a réussi à économiser une rotation en mettant ces cuves avec la grosse caisse. Et ben voilà, la première. On a la chance d'avoir un pilote d'exception qui est très précis, très professionnel, très ponctuel. Donc ça nous aide beaucoup. Au cours de cette saison estivale, Antoine a accueilli plus de 15 000 personnes venues du monde entier. Speak English? Yes. Okay. Tomorrow morning breakfast, 3 o'clock or 7 o'clock? 3 o'clock. La voie normale du Mont Blanc est très fréquentée et nous avons une capacité d'accueil importante, 120 places, mais qui est limitée. J'ai 120 lits et on ne peut pas accueillir 125 ou 130 personnes pour des raisons de sécurité. Donc la réservation est obligatoire et elle se fait en ligne. Et pour se faire comprendre, rien de tel que les bonnes vieilles méthodes. Yes. The name of the room is Albert Ier. Albert Ier, it's written on the door. Yeah. Albert Ier. Yeah. And your bed is number 64. Yes. Okay? Yes. Dinner time, 6:30. À l'arrière du refuge, c'est un autre travail qui attend Antoine.
Ces blocs de glace doivent permettre d'alimenter le fondoir. Là, on casse les morceaux de glace et de neige pour que ça fonde un peu plus vite. Et ça nous permet de produire de l'eau. Voilà, donc la neige, normalement, s'accumule ici. Ici, maintenant, on est en fin de saison, donc c'est normal que là, on soit amené à ramener de la neige. Mais en début de saison, on n'a pas à faire tout ça. C'est déjà plein de neige. Voilà. Et après, le principe du fondoir, comme il est nord, qu'il n'y a pas un très bon ensoleillement, et ben en fait, on récupère la chaleur par des panneaux solaires thermiques qui sont orientés ouest. On amène la chaleur ici. Et en fait, ces plaques d'inox, ça chauffe la glace et la neige. Sous nos pieds, on a une pièce dans laquelle il y a nos réserves, il y a les 24 mètres cubes de réserve d'eau pour le refuge. C'est une impérieuse nécessité. Sans eau, on ne peut pas ouvrir. C'est pas possible. La journée touche à sa fin. L'heure pour les alpinistes partis conquérir le toit de l'Europe de rejoindre le refuge. Voilà, Sancho. Ça va? Yeah. You went to the top? Yeah. Yes, congratulations. Merci. Merci. Super. Es como haber cumplido el sueño. Han sido 2 días muy duros porque hemos subido sin el teleférico, sin el tren y se ha hecho duro, pero muy bonito. Una campeona.